Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bien, donc, ce premier film de long métrage de Tarkovsky, nous avons vu précédemment ces trois premiers courts métrages. Et ici, évidemment, on lui a offert enfin la possibilité de montrer son talent. On l'a déjà deviné, enfin, je parle du cinéma soviétique, on a déjà deviné qu'il a un grand talent. Mais il faut faire ce que l'on fait à ce moment-là en Russie, c'est-à-dire faire un film de guerre, car depuis 1945, on peut dire que je ne dirais pas l'essentiel, mais presque l'essentiel du cinéma soviétique retrace ou refait des films sur la guerre, etc. Donc là, on est déjà, ça fait 17 ans que la guerre est terminée, et malgré tout, Tarkovsky, pour son premier film, doit faire un film de guerre. Alors, évidemment, il ne s'agit plus de faire tous ces films de guerre qui ont été faits, qui racontaient une histoire d'un exploit guerrier, de telle bataille, de telle, etc. Mais à ce moment-là, peut-être de profiter de la nécessité de faire un film de guerre à partir d'une histoire qui, elle, est évidemment un peu différente dans le sens où on prend un enfant et d'un seul coup on met un enfant dans la guerre, et à ce moment-là on tourne un film qui est tout à fait différent, dans le sens où vous n'avez aucune action véritable qui vous est proposée, vous n'avez aucune bataille, bien que, évidemment, il y aura une bataille, mais cette bataille, comme vous avez pu la voir, elle n'est absolument pas filmée, elle est suggérée par à la fois des promenades, des scènes dans les marais, etc. Et donc, on élimine l'obligation de faire ce film de récit de guerre pour, à ce moment-là, pouvoir se libérer et faire un film, disons, poétique, puisque c'est quand même ce qui va caractériser l'œuvre de Tarkovsky et qu'il manifeste ici de façon très précise. Alors évidemment, ce qui est peut-être, avec la distance, il y a quand même 80 ans ou 60 ans, enfin je ne me rends pas, peut-être pas aucune importance, que le film est fait, il est évident que là, Tarkovsky veut montrer ce qu'il sait faire, et à l'évidence, son sens de l'esthétisme est absolument flagrant dès le premier plan, et vous avez pu le constater plan par plan, combien c'est admirablement filmé, dans un noir et blanc complètement repensé, avec une tradition expressionniste, elle aussi réélaborée dans le contexte russe, en particulier ces rapports du blanc, du noir, des ombres, etc., qui sont tout à fait admirables dans chacun des plans que vous avez pu voir, et en même temps travailler sur quelque chose qui va le préoccuper, c'est-à-dire en sous-main, qu'est-ce qu'on peut dire en sous-main. Alors, vous n'avez pas fait attention, je suppose, pour la plupart d'entre vous qui voyaient les films pour la première fois, que, par exemple, le refuge dans lequel ils sont, c'est une ancienne église. Et qu'en particulier, il y a un moment, très précisément, où vous avez un grand crucifix qui reste suspendu pendant au moins une bonne minute, etc. Et vous ne serez pas surpris dans cette longue période où nous allons voir l'intégralité de son œuvre, puisque son œuvre est quand même très courte, que de plus en plus l'œuvre de Tarkovsky s'oriente vers la spiritualité et vers la religion. Il y a un côté religion qui va finalement l'emporter chez lui par rapport à la doctrine marxiste, et qui va évidemment faire qu'à un moment, il va quitter la Russie et sera même interdit de Russie, puisqu'il va mourir en Europe sans pouvoir rentrer en Russie.
Donc là, ce sont des choses qui sont dites de façon sous-jacente. Et évidemment, quand on fait son premier film, en 1962, je crois qu'on est encore, là, j'ai plus tout à fait en tête, mais je crois qu'on est encore sur Khrouchtchev, en 62, je ne sais plus. C'est encore Khrouchtchev, hein, non 62, 63, je crois que 63, enfin bon, aucune importance, mais le Staline est mort en 53, on est encore dans l'univers marxiste, et puis de toute façon, cet univers marxiste va quand même durer jusqu'en 89. Donc, cette période-là, vous êtes un jeune cinéaste, vous savez que vous avez du talent, vous savez que vous voulez exprimer des choses, que vous ne pouvez pas dire les choses que vous avez envie de dire, et donc vous êtes obligé de camoufler ce que vous avez, ce que vous ressentez, et raconter une histoire à ce moment-là qui est étrange, car en effet, comme je me répète, il n'y a aucun événement véritablement guerrier à l'intérieur du film, mais des rapports très étranges entre les personnages et des rapports purement affectifs qui est l'idée de la naissance de l'homme. Et donc, si on parle à ce moment-là de Ivan, c'est évidemment sur la formation de ce que doit être un homme par rapport à un enfant. Et donc c'est cette histoire-là qui nous est racontée, cette histoire de sublimation de l'idée de l'homme, et évidemment même avec quand même en sous-main, si l'on veut, de l'homme russe par excellence. De ce point de vue, Tarkovsky est fondamentalement russe, et il restera russe qu'il soit en Russie ou qu'il soit en Europe, quand il tournera en Europe. Enfin, en Europe, c'est en Italie d'abord et ensuite en Suède. Donc voilà une première chose à dire sur le film. Maintenant, j'aimerais peut-être vous entendre parce que je suppose que pour beaucoup d'entre vous, donc en particulier ceux qui voient le film pour la première fois, vous avez dû être un peu surpris par le côté narratif. Qu'est-ce qu'on vous a raconté dans ce film? Rien et tout. Donc voilà, vous avez un film qui est très différent de ce qu'on appelle un film de guerre. Et pourtant, c'est un film de guerre. Alors, on va peut-être commencer par vous, et je vous écoute dans vos impressions. Ça vous a intéressé, ça vous a plu, vous avez été ému, ça vous a ennuyé, enfin bref, toutes les possibilités qu'un spectateur peut avoir par rapport à un spectacle. Oui. Bien, j'étais très impressionné par ce film parce que c'est vrai que on a dans le cinéma très peu de force comme ça, d'images, de poésie, et en même temps, ça rappelle un peu les films de Vajda, je trouve, un petit peu, je m'en rappelais. Mais je ne connaissais pas du tout Tarkovsky. Vajda et lui commencent à peu près à la même époque. Hein. Ah voilà, c'est ça. Vajda commence peut-être un tout petit peu avant. Vajda, c'est la Pologne. Lui tourne en 62. Vajda tourne en effet dans les années 60, 59-60, à peu près, oui. Et puis alors, ce qui est étonnant, c'est juste pour ceux qui ne s'en souviennent plus, à ce moment-là, la Pologne est encore dominée par la Russie. Hein. Par la Russie, oui. Alors, je vous en prie, allez-y. Oui, et ce qui est étonnant aussi, c'est cet enfant, parce que dès qu'on le voit, premières images, c'est d'une force incroyable. Et la manière dont il filme, ça rappelle aussi un peu les films suédois. Je sais pas, il y a une force. Finalement, on se met dans la tête un peu de cet enfant et après on décroche pas, quoi. Je trouve oui, tout en fait, avec le jeu du rappel, puisque quand même le film débute par une rêverie de l'enfant. C'est-à-dire que lui, avec sa mère,
même, on va encore plus loin, puisque ça joue aussi sur la nature, et l'importance de la nature dans ce film, comme dans toute l'œuvre de Tarkovsky. Là, je n'en souvenais absolument plus, mais je viens de me rappeler. Le premier plan du film, c'est la caméra qui est sur un tronc d'arbre qui descend. Le dernier plan du cinéma de Tarkovsky dans son dernier film, que vous allez voir à la fin de la rétrospective, c'est un film qui se termine sur un arbre et où la caméra monte vers le sommet. C'est quand même extraordinaire que le premier plan de son cinéma commence par une descente sur un tronc d'arbre, et le dernier plan de son cinéma se termine par une caméra qui monte sur un arbre. Et en même temps, comme vous avez pu le constater, l'importance de l'idée de forêt et donc de nature qui est extrêmement présente dans le film, et en particulier des arbres, bon, qui correspondra d'ailleurs à une constante dans l'œuvre de Tarkovsky. Et de ce point de vue, maintenant on lui accorde ce terme-là. On parle toujours du poète Tarkovsky. C'est-à-dire qu'en effet, il appartient à une essence poétique, et en particulier à le caractère poétique russe, qui ne correspond pas véritablement au nôtre, qui est beaucoup plus lié en effet à l'espace et à la nature. Alors par exemple sur l'espace, c'est extrêmement intéressant la façon dont il cadre. Les cadrages sont parfaits, mais ne sont jamais limités. Il y a un cadre, mais on sent très bien que le cadre est à côté, de gauche à droite, en haut, en bas, mais en même temps dans le cadre, jouer à fond sur le jeu de la profondeur, qui n'est pas profonde, car ce qui est important, c'est qu'en permanence du fond, on vient vers le devant. Le nombre de plans qui sont faits en fait pour vous mettre un gros plan d'un personnage au tout début, et qui vient s'exposer comme ça à la lumière et en même temps au spectateur, fait que c'est le sujet du film est là, sur en effet les rapports à travers l'expression des visages et des corps, qui est où est la nature humaine. Et dans cette nature, finalement, c'est évidemment celle de l'enfance qui l'emporte, ce qui est logique si vous êtes dans un discours poétique. C'est forcément l'enfant qui porte l'espoir humain, et donc c'est lui qui porte cet espoir. Et je trouvais vraiment très beau cette fin du film, où l'enfant est allé explorer et faire la reconnaissance, et que à la fin, ce soit lui qui soit mort. Mais je trouve tout à fait étonnant l'idée de terminer le film par, en même temps, le rappel de la chute des nazis, etc., avec des plans qui viennent de cette époque-là, parce qu'il y a des plans qui sont repris des actualités de l'époque, mais en même temps aussi qui sont reconstitués par ailleurs. Il y a comme ça tout un art de Tarkovsky qui véritablement a une vision esthétique, enfin, véritablement artistique de l'espace. Il a un sens de l'espace admirable, et dans ce sens de l'espace tridimensionnel, il a aussi le sens de l'espace poétique, c'est-à-dire l'espace temporel. Et à ce moment-là, donc, il y a une espèce de connivence entre ces deux espaces qui se renvoient l'un à l'autre, et qui fait que le film se développe sur ce jeu de rapport des espaces, et non pas sur la narration d'un récit très précis sur qu'est-ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est justement qu'il ne se passe rien, et que tout se passe en même temps dans ce qui ne se passe rien. Il ne se passe rien dans le sens où, en effet, l'enfant est rencontré par un soldat, ensuite pris en charge par un lieutenant. On ne sait pas très bien où ça s'amène. De toute façon, on s'en fiche. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est vraiment dans le jeu des rapports, et des rapports humains qui s'établissent entre les adultes et l'enfant, et d'une certaine façon,
l'enfant donnant la nécessité aux adultes de manifester ce qu'ils doivent être et ce qu'ils peuvent être. Et c'est l'enfant qui est la jauge de cette humanité. D'où l'importance, évidemment, que le film s'appelle L'enfance d'Ivan, même si c'est tiré d'un roman, aucune importance, mais pas l'adaptation, c'est l'adoption en fait du sujet, donc de l'idée de l'enfance à l'intérieur même du récit dont Tarkovsky se fait l'écho et en même temps le témoin et surtout je dirais le récitateur, celui qui vraiment fait son histoire à partir d'une idée très forte de l'enfance. Alors, moi, ce que je trouve aussi très beau, c'est en particulier au tout début, lorsqu'on apparaît l'enfant, on ne peut pas faire plus russe que cet enfant-là. Il n'y a que les Russes pour faire des enfants comme ça. Bon, si vous voulez, je crois qu'une personne voulait parler. Oui, pardon, allez-y. Je vous remercie. Vous avez évoqué deux notions, la nature humaine, et puis aussi vous avez évoqué le fait qu'il avait une vision. C'était sur la forme, mais sur le fond, moi je parlerais d'un visionnaire, au sens où, moi ce que j'ai entreaperçu comme thématique, qui est complètement actuelle, c'est la question des enfants soldats. Alors les enfants soldats. Ah oui, d'accord, trop changé. Mais alors, les enfants soldats, aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont des enfants qui sont obligés de l'être, mais on pourrait aussi penser que c'est parfois le cas, exactement comme le cas de l'enfant qui est décrit dans ce film. C'est-à-dire que c'était tellement violent, cette guerre pour les Russes, que cette histoire, justement, de mettre un enfant, donc quelque chose d'innocent, dans cette bataille, et que cet enfant, justement, veuille aller au front, veuille participer, tout ça, on le comprendra par la suite, parce qu'il a perdu toute sa famille, parce que on peut l'interpréter comme ça, la scène finale où il est sur la plage et il court après la petite fille, normalement c'est sa sœur. Bon, en même temps ça pourrait être aussi l'idée de l'enfant et de ce qu'il aurait pu faire la course après une jeune femme, etc. Mais en fait, on le dit d'ailleurs, qu'il a perdu sa mère, qu'il a perdu sa sœur, etc. Et que son père aussi est mort. Enfin, c'est-à-dire que d'un enfant, de l'orphelin, qui vient à ce moment-là, puisqu'on lui a tué toute sa famille, à ce moment-là, il vient participer au combat. Et ce qui renvoie à quelque chose de très russe, qui est que c'est la famille, la Russie, c'est la famille. Donc, on perd sa famille, donc à ce moment-là, on va lutter pour la Russie, puisqu'on est frères et sœurs en Russie, etc. Alors, en plus que cette thématique-là, ou ce sentiment-là, qui a été très important dans l'utilisation marxiste pour essayer de créer justement cette fratrie ou cette sororité de la Russie. Bon, qui n'a pas tout à fait réussi. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. D'autres réactions, parce que... Oui, pardon, si vous voulez. Une seconde, parce que... Attends, non, mais c'est pas ça, c'est parce que c'est enregistré pour être conservé. Comment comprendre le fait qu'il ait montré ces... Comment comprendre le fait qu'il ait montré ces 5 enfants Goebbels, je crois que c'est les Goebbels, hein, tous alignés. Un des derniers plans montrait ces 5 enfants allemands tués par leur mère. Ah ben non, parce que ça c'est Goebbels. Oui, les 5 enfants Goebbels. Ça m'a frappé. Il n'y a pas de cadavre d'Allemands, sauf les enfants. Et le père, bon, sauf les enfants. Donc non, mais je m'excuse, ça c'est un document d'actualité. Oui, mais il l'a pris.
Oui. Il l'a pris pour le mettre dans son film. Ne veut-il pas montrer que l'enfant est digne de pitié? Tous les enfants, en fait, que ce soit Ivan ou que ce soit... Oui, mais de toute façon, bien sûr. Mais là, c'est quand même l'aboutissement du nazisme. C'est-à-dire que même Goebbels a tué tous ses enfants, lui-même, sa femme et ses enfants. C'est lui qui les a tués. Oui, tout ça pour échapper à la défaite. Tarkovsky le montre. Il prend cette séquence dans les journaux allemands, dans les journaux d'époque. Dans les actualités, dans non. les actualités, c'est ça, oui. Non, c'est pas les actualités allemandes, ça, c'est les actualités américaines. Peut-être pour montrer simplement la pitié qu'il éprouve pour tous les enfants. Oui, mais de toute façon, oui. Mais on sait bien que pendant la guerre, qu'est-ce qui trinque, ce sont les enfants, essentiellement. Les adultes, forcément. Mais les enfants sont les victimes idéales. Bon, enfin, ceci étant dit, sur les enfants, c'est complexe, la guerre. Puisque, bon, je ne vais pas Autre parler de chose ça. à part, deuxième sujet, cette histoire d'Ivan était en fait une histoire vraie, me semble-t-il, non? Comment? Cette histoire d'Ivan, le sacrifice d'Ivan, Oui. est une histoire vraie. Ça, j'en sais rien. Alors là, On le retrouve, n'est-ce pas, cette idée que l'on retrouve c'est un roman. Hein, c'est un roman. Donc, je pense que l'idée du roman, c'est en effet le sort des enfants dans une guerre, qui sont quand même essentiellement les victimes idéales, dans le sens où ils ne peuvent pas agir sur la guerre. Et là, ce qui est très beau dans cette idée, c'est que justement cet enfant qui a tout perdu, à ce moment-là, veut participer à la guerre pour... C'est une idée que l'on retrouve également dans Stalingrad, dans le film Stalingrad, où l'on voit un enfant qui va lui aussi chercher les renseignements, enfin il veut participer à la guerre de son plein gré. Oui, mais là vous êtes dans la fiction, là. Vous êtes dans une fiction. Vous n'êtes pas dans une... On ne vous raconte pas une histoire authentique. On vous raconte une réflexion sûre. Et il est évident que quand vous avez quand même... Vous êtes russe. Ça fait 17 ans que la guerre est terminée. Et maintenant, pendant 17 ans, parce que pendant le régime communiste, c'était quand même pas très drôle. On faisait pas beaucoup de films, mais tous les films étaient lourdement sur la guerre. Bon, alors donc, on arrive à la fin du parcours, et à ce moment-là, un jeune homme, un peu poète, réfléchit à la guerre, mais lui prend une certaine distance. Lui, il ne l'a pas vécu, la guerre, Tarkovsky. Il a vécu, peut-être qu'il avait 5-6 ans ou 10 ans maximum pendant la guerre. Donc, c'est pas à raconter. Il n'a pas fait la guerre, alors que la plupart des cinéastes qui ont travaillé jusqu'à cette époque-là ont fait la guerre. Donc, à ce moment-là, les récits de guerre sont des récits de guerre précis. Là, cette histoire-là, il y a un fleuve, il y a, les Allemands sont de l'autre côté, sur l'autre berge, et vous avez pu voir que vous n'avez pas un vrai combat, pas un seul combat. Le seul moment où il y aurait on part à la guerre, c'est-à-dire à la fin du film, c'est simplement une traversée de marais, une forêt, et il n'y a pas directement la guerre. Bon, il y a juste un moment. Un soldat qui a été tué, d'autres qui ont été attachés avec une corde, etc. Mais c'est tout. C'est-à-dire que ça, c'est deux petites choses qui se sont passées. C'est pas cette histoire-là qu'on vous raconte. On ne vous raconte, c'est tout. Oui, pardon. On ne vous a pas fait ce qu'on appelle un film de guerre. Comme les Américains vous ont fait des films de guerre, des films d'action. Là, ce n'est pas un film d'action. Oui, mais ça, ce sont l'excuse. C'est l'excuse du film. Ce qui est important, c'est pas ça, c'est la réflexion sur
justement l'adulte et l'enfant. C'est ça qui est important. Et se servir du contexte de la guerre qui est parfaitement inscrit dans toutes les mémoires russes, d'une part parce que ceux qui ont vécu la guerre, et depuis la guerre, ceux qui ont été obligés de regarder les films et qui ont été en effet imprégnés de la guerre. La guerre a fondamentalement marqué la Russie, beaucoup plus que nos pays qui, malgré tout, on savait quand même, et on gardait quelques souvenirs, ça forcément, mais ça n'a pas marqué à ce point-là. Alors que les Russes, ça a été terrible pour eux. Oui, pardon. Moi, je voudrais dire que d'abord, j'étais époustouflée par ce film. J'en connais d'autres de Tarkovsky, mais celui-ci, je ne connaissais pas. Je trouve que c'est une écriture cinématographique extraordinaire, une image magnifique. C'est un grand poème. Pour moi, c'est vraiment un film d'une poésie absolument incroyable. Et il y a des scènes, des plans, des scènes qu'on ne peut pas oublier. Tous les passages dans la forêt, dans les marécages, ces traversées. Et la scène finale où il découvre que Ivan a été exécuté et où il imagine comment ça a pu se passer. Et cette fin, effectivement, avec cet enfant qui joue sur la plage avec sa sœur, ou peut-être un flirt, enfin peu importe, ou une enfant avec qui il aurait pu jouer s'il avait continué à vivre. Absolument. Et voilà, c'est une manière de parler de la guerre sans la voir, mais en étant touché profondément, comme tu disais, on est vraiment dans la tête de cet enfant, par les dégâts que peuvent faire toutes les guerres. Mais absolument. Mais il y a aussi une autre chose qu'il faut se mettre en tête. Nous sommes là en 62. 4 ans avant a commencé la nouvelle vague. Et la nouvelle vague, il y a eu un film qui a été très célèbre, Les 400 coups. Et on y pense. Bien sûr qu'on y pense. Et le film Les 400 coups a été vu aux États-Unis, en Russie à l'époque. Et Tarkovsky, de toute façon, il faut bien se dire une chose. Le cinéma, les cinéastes russes voyaient les films qui se faisaient dans le monde entier. Ces films-là, c'est pas obligé d'être montré au public, mais en revanche, comment ça s'appelle, le collectif cinéma, eux avaient tous les films. Donc tous les cinéastes pouvaient voir ce qui se faisait dans le monde entier. Donc obligatoirement, Tarkovsky a vu les 400 coups. En plus, il n'y avait pas que les 400 coups. Il y a eu d'autres films aussi sur les enfants, en particulier de Sika, etc., Les voleurs de bicyclettes. Ce sont des films qui ont marqué à l'époque. Et introduire en effet un enfant dans la guerre, en faire, je dirais, pas le héros, mais quand même, de cette façon, malgré, c'est quand même le héros du film, et lui faire justement une sorte de traversée, je dirais, une traversée de l'écran, qui est une sorte justement de réflexion sur l'enfance, l'adolescence et la beauté de l'enfance par rapport à l'humanité. Et ça permet un autre sujet. Ça est évident que le film de Truffaut est quand même précis. C'est-à-dire que c'est quand même l'histoire d'un gamin abandonné, obligé d'être dans un pensionnat ou un truc comme ça. Bref, une histoire où il y a quelque chose. Alors que là, il y a d'une certaine façon, et ça je pense aussi que c'est une chose importante chez Tarkovsky, c'est-à-dire malgré tout une idée de liberté. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, on a une sensation de liberté. Ces personnages sont libres en fait dans le film. Ils sont une histoire par rapport à la guerre, mais comme en aucun cas on nous intéresse à des actions guerrières, en fait il y a un jeu de liberté, même de rapport entre eux. Et en effet, qui va avoir le plus le rapport avec l'enfant.
Et au début, ça se dispute, dispute façon de parler, mais qui va être non pas le père de l'enfant, mais d'une certaine façon celui qui reproduit la possibilité, enfin, qui donne la possibilité à l'enfant d'imaginer une autre, un futur. C'est ça qui fait le film, en fait. Et ce n'est pas du tout l'histoire en tant que telle. Et c'est vrai que de ce point de vue, d'ailleurs, moi je me souviens, puisque je l'avais vu à l'époque, le film a été présenté à Venise, au Festival de Venise, et c'est comme ça que j'avais rencontré Tarkovsky. Et en effet, le film avait énormément frappé, très, très étonné en même temps, puisque là, on était en Italie, et les Italiens, par rapport dans le cinéma néo-réaliste, avec justement les enfants, commencé par De Sica, mais aussi Visconti, Rossellini, etc., faisait qu'ils étaient très intéressés par le film. Et je crois que le film a eu une récompense, je ne sais plus laquelle, à Venise. Comment ? Le Lion d'Or. Ah bah oui, carrément le Lion d'Or, oui. Donc il a été couronné. J'avais oublié qu'il avait eu le Grand Prix. Donc le film avait fait un grand effet à Venise à l'époque. Oui. Oui, on parlait des 400 coups, mais c'est très curieux parce que moi, pendant presque toute la fin du film, je m'attends au regard caméra Jean-Pierre Léaud. Mais je suis sûr qu'il y a pensé, la poursuite sur la plage, je suis sûr qu'il a pensé aux 400 coups. Mais simplement, aux 400 coups, c'est l'enfant est seul, avec le spectateur. Alors que là, l'enfant poursuit une petite fille. Bon, est-elle sa sœur, est-elle sa petite copine ou chose, enfin, tout ça étant un rêve de toute façon. Alors en plus, évidemment, ce qui est d'admirable, et ça, ce sont vraiment les Russes, l'art de l'éclairage. Il y a une photo admirable de bout en bout, sur le blanc, le gris, le sombre, etc. C'est admirable de composition. Et la beauté, en même temps, de l'éclairage sur les visages. Il y a une sorte d'expressivité de l'éclairage qui donne aux personnages, enfin aux acteurs, enfin aux gens que l'on filme, une espèce de force immédiate. On peut dire aujourd'hui, quand on voit le film, il est un peu trop esthète. Il y a un peu de ça se voit. Mais en même temps, cet esthétisme-là, c'est quand même de très haute qualité. Et en plus, on verra par la suite qu'en effet, lorsque ce sera un peu moins visible ou un peu moins mis en évidence, ça devient très très fort. Oui, pardon, je m'excuse. Non, simplement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ce qui était formidable aussi, c'était la musique. Ah, en même temps, bien sûr. Et je trouve que c'est important et les grands metteurs en scène ont toujours privilégié la musique, ce qu'on n'a peut-être actuellement pas du tout. Parce que quand on repense à tout l'apport de Nino Rota pour Fellini et compagnie, et puis Hitchcock avec... Oui, mais c'était une époque... Oui, mais... Ça renvoie à l'arrivée du parlant. Et l'arrivée du parlant a été quand même un moment capital dans l'histoire du cinéma, car il y a eu la découverte du langage cinématographique et d'une certaine façon de l'art cinématographique avec le muet, et en particulier la période de 1920 à 1930, où déjà, à ce moment-là, l'art du cinéma devient flagrant, même si beaucoup d'intellectuels, et en particulier les romanciers, ne voulaient pas l'accepter, mais ça c'est un autre problème. Mais et quand est arrivé le parlant en 1930, enfin 1927, 1930, mais en 1930, à ce moment-là, il y a eu une sorte de panique dans le monde du cinéma. C'est-à-dire qu'on avait trouvé
l'écriture et l'art du cinéma qui déjà était visible en 1930 par le muet, et maintenant le parlant allait tout foutre en l'air parce que le théâtre allait reprendre la place dominante et donc tuer le langage ou l'art du cinéma. Ça va être le combat entre 1930 et 1940. 1930 et 1940. C'est extrêmement intéressant, et en particulier puisque pour ici vous êtes à Enghien et vous faites cette année aussi de rétrospective Renoir. C'est extrêmement intéressant de regarder Renoir dans ce contexte-là, qui lui joue le cinéma, et le cinéma ce n'est pas le théâtre. Le cinéma est un art dramatique à lui tout seul, et on n'a pas besoin de faire du théâtre. Et ça, c'est bon, ça va se jouer. Et alors, ici, dans un film comme celui-ci, là, on a complètement supprimé, maintenant, on a complètement supprimé l'idée de l'art dramatique théâtral. On n'est plus du tout dans ce concept-là. On est dans, en effet, l'écriture cinématographique et son sens pictural. Et ce sens pictural, non pas qu'il doit être de la peinture, mais qu'il doit au contraire être expressif et de expliciter le sens et le sens même de ce que l'on voit. Et ici, dans le film, c'est extrêmement évident que c'est l'expressivité de je dirais, du pictural, donc de la lumière, etc., et de la composition qui fait la force la force du récit narratif du film. Et c'est ça qui est passionnant. Est-ce je voulais parler? Allez-y. Oui, je vous remercie. Je voulais bien partager avec vous un détail qui me semble assez important, d'autant plus, parce que c'est un détail qui est très vite raconté et qui demande une certaine connaissance de la ville de Berlin. Parce que ce petit garçon, Ivan, il trouvait la mort n'importe dans quel endroit à Berlin. Ça, c'est exactement la prison où un grand parti de résistance allemand a été exécuté à Berlin-Plötzensee. À Berlin-Plötzensee, où ils sont captivés aussi les têtes des personnes de résistance, comme c'était fait aussi de cet enfant Ivan. Donc, en sachant que les membres de résistance sont protestés contre cette manière de trouver la mort pour être décaptivé, parce que c'était considéré aussi le plus grand crime contre l'expression d'opinion. Donc c'était d'autant plus une forme de crime qui Tarkovsky, je pense, a reproduit de donner la mort d'Ivan à Berlin-Plötzensee. Je vous remercie. Sur les Allemands, il prend il y fin de la guerre et il prend les documents allemands, hein, c'est tout. Simplement, non. Est reconstitué le moment où les officiers russes sont en train de dépouiller, de découvrir les archives et à la fin de découvrir le portrait. Bon, ça c'est purement du film de Tarkovsky. En revanche, vous avez dedans, en effet, vu de Berlin, comment ça s'appelle, des moments d'actualité américaine qui ont filmé Berlin, le Reichstag, etc., que l'on voit et qui ont été en effet filmés directement par les Allemands, ou peut-être aussi par les Russes, puisque n'oubliez pas que les Russes ont été au moment de Berlin, je crois que ce sont les Russes qui ont occupé Berlin avant les Américains. Je suis de bonne mémoire, enfin, là je puis te faire en tête. Donc les documents sont ou russes ou américains,
enfin, ce sont des documents d'actualité qui ont filmé, en effet, juste la fin de la guerre. Et le document sur les enfants de Goebbels, la famille de Goebbels alignés, ça, c'est aussi un document d'actualité qui, je crois, est américain. Mais il est possible que ce soit russe, hein, je ne sais pas ça, soviétique. Bon, ça c'est autre chose. Oui, vous vouliez dire quelque chose encore ? Oui, s'il vous plaît, peut-être c'était mal entendu. Les Russes sont bien connus pour la documentation cinématographique pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils sont déjà pensés, comme les Américains aussi, en documentation après-guerre. Ils ont reconstitué la libération de concentration, le camp de concentration d'Auschwitz. Ils ont filmé la libération de Vienne, ils ont aussi filmé la libération de Berlin, mais je vous assure, je ne me sens pas comme connaisseur, mais les films authentiques de cette prison de Plötzensee, qui a été clairement défini dans ce film, est assez rare, et pour moi une poésie, j'ose dire, excellent, vu comment il a fixé la mort de Ivan dans cette prison où la résistance allemande a trouvé aussi sa fin. Merci. Oui, ben ça oui. Oui. Je réponds oui. Oui, pardon. Allez-y. Je voulais dire un tout petit mot à propos de l'image et de la musique. Moi, ça m'a fait penser à un film antérieur qui est le film que je préfère de tout ce que j'ai jamais vu, Le Troisième Homme. Le quoi, Le Troisième Homme. Ah oui. De Carol Reed. Je trouve que les images, la qualité de l'image du Troisième Homme, c'est un peu... On retrouve la façon des clairs-obscurs et des noirs et blancs et tout ça. Et puis, évidemment, la musique du Troisième Homme, elle est immense. Je voulais simplement dire aussi, parce que je connais très bien Jacques Rosier. Jacques Rosier a tourné Adieu Philippines en 1960. On peut se demander, Jacques Rosier situe son film en 60 au début de la guerre d'Algérie, avec cet enfant qui doit partir. C'est adolescent, adulte. Oui, absolument, oui. Mais je me demandais si Tarkovsky avait pu voir Adieu Philippines avant ou pas. Et probablement, en tout cas, que Rosier a vu des Tarkovsky après. Ah bah oui, forcément. Voilà. Ah, non, il l'a vu après. De toute façon, si vous prenez par exemple tout le cinéma italien du début du néoréalisme, de 1946 à 1900, on peut dire presque jusqu'en 1960 d'ailleurs, le nombre de films qui parlent de la guerre et qui montrent des enfants ou des adolescents, ils l'ont tous fait. Fellini l'a fait, Rossellini l'a fait, Visconti l'a fait, De Sica l'a fait, et bien d'autres l'ont fait. Et ce cinéma-là est connu, et en particulier est connu par le cinéma russe, par les cinéastes russes, ils le connaissent. Donc, faire résonner la guerre à partir des enfants, j'entends raisonner dans le sens où vous mettez un enfant dans un élément de guerre, évidemment, donne une signification beaucoup plus grande au film que l'on fait. Par exemple, puisque ça vient de se terminer, le centenaire là, de la guerre de 14, c'est plus difficile à mettre des enfants dans la guerre de 14, puisque c'est pas possible quasiment. Si on peut voir dans l'arrière des villes, mais alors que la guerre de 40, il y a eu, en effet, les enfants ont été mis directement, enfin, ont eu des places dans la guerre, dans le sens où ils étaient déplacés, déjà reste que ça. Donc, qu'il y ait eu dans ce cinéma-là, après la guerre de 40, qu'on se soit servi des enfants, enfin, on se soit servi, façon de parler, mais qu'on ait pris quand même l'idée des enfants dans la guerre, oui. À commencer par un truc que tout le monde connaît en France, enfin, je pense que tout le monde a vu, ne serait-ce que toutes les scènes
enfin, tous les films sur la débâcle de 40, où vous voyez dans la débâcle les voitures avec que des femmes et des enfants, etc. Donc le vécu. La vie est belle. Comment ? La vie est belle, oui. Et bien sûr, absolument. Absolument. Jeux interdits. Comment ? Jeux interdits. Jeux interdits. Jeux interdits, oui, oui. Mais il y en a énormément. C'est-à-dire que, alors que c'est vrai que si vous voyez le cinéma par rapport à la guerre de 14, je ne connais pas quasiment, enfin, je n'ai pas en mémoire des films où vraiment l'enfant a une place, parce que c'est pas possible, parce que c'était vraiment bien limité. Ou bien on fait des films sur l'arrière, et encore, les films sur l'arrière de la guerre de 14, on ne le fait que maintenant. Oui. Oui, mais déjà, c'est déjà 40 ans plus tard. Oui, mais c'est bien les tranchées et puis l'exemple, oui. Etc. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Là encore, la réalité fait que ça impose aussi ces lois, je dirais, ces lois dramatiques. On ne peut pas faire n'importe quoi dans des circonstances qui sont quand même assez précises. Et c'est vrai que là, par exemple, les Russes, bon, je ne connais quand même pas tout le cinéma russe, il ne faut pas exagérer, mais je ne vois pas beaucoup de films russes sur la guerre de 40 où il y ait des enfants dedans, sauf dans ce film-là. Et là, c'est quand même un film fait là-dessus. C'est quand même... et donc, c'est cette résonance-là qui est importante, enfin, que Tarkovsky veut travailler. Et le travail, justement, c'est ce que je trouve admirable dans le film, c'est qu'il le travaille par le regard poétique et non pas par le regard narratif. C'est pas, on ne vit pas le drame, on est dans quelque chose d'autre, dans une espèce de sublimation d'une situation par le regard de l'enfant. Et donc il y a quelque chose de sublimé. Et je dirais de sublimation, ce n'est pas un mot comme ça, c'est dit ouvertement dans le film, au moment précis justement, où on voit cet endroit, ce lieu dans lequel ils sont, et d'un seul coup on découvre que c'est une église, et c'est la première chose, c'est le moment où l'enfant accroche son seau pour, en fait, à la cloche, et surtout le moment où vous allez avoir, restant très accroché, et enfin très longtemps sur l'écran, cette croix, qui était une croix orthodoxe, qui est suspendue. Et donc, il y a une idée, justement, qui est celle de toute l'œuvre de Tarkovsky, d'idée de spiritualité qui vraiment marque son cinéma. Avec cette idée de spiritualité, oui, par exemple, cette idée qui est très belle au début, une idée complètement folle, c'est la mère et l'enfant qui regardent dans le puits, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, inversant complètement la sensation de l'enfant qui est en effet perdu dans les sous-sols et qui à ce moment-là se rêve en train de regarder dans le trou, dans le puits, et avec la descente du seau qui vient, d'une certaine façon, l'écraser. Et à ce moment-là, on le retrouve dans les sous-sols. Si vous faites ce jeu de rapport de l'image à l'intérieur, enfin des images à l'intérieur du film, vous apercevez qu'évidemment, vous avez les notions, je parlais tout à l'heure, de profondeur, où on vient vers le devant, mais vous avez aussi les notions de haut et de bas, de spiritualité, et dans ces moments-là, l'idée de l'étoile que l'on voit en plein jour, parce qu'on regarde par en dessous, etc. C'est-à-dire qu'on a un désir de spiritualité qui est donné comme présent
est sous-jacent à tout le traitement visuel et en même temps narratif du film. C'est là où ce qui caractérise, je répète, Tarkovsky, et vous allez le voir dans les autres films, c'est extrêmement présent. Ah, oui, voilà, il y a un monsieur là-bas, je vois que c'est monsieur, oui, pardon. Je m'excuse parce que... Bonsoir. Oh, pardon, c'est une dame, alors je m'excuse. Oui, c'est une dame. Bonsoir. Oui, par rapport à la guerre et au nombre de personnes qui sont mortes pendant la guerre en Russie, c'est vrai que le blocus de Leningrad, c'est 1 million de personnes. Hein, et je crois que globalement, il y a eu 8 millions de personnes qui sont mortes en Russie, des civils. 8 millions de personnes. 27, pardon. Alors, excusez-moi, donc c'est beaucoup plus que je pensais. Et en fait, je pense aussi que les Russes ont un attachement à la patrie qui est quand même très, très important encore maintenant. Et à l'époque, ça l'était. Ça explique peut-être aussi certains élans du film. Mais la question que je me posais, ce n'était pas tellement autour de ça. C'est 1962, Tarkovsky n'a pas eu de problème avec la censure quand il monte de manière aussi ostensible une église, une pièce. Justement, c'était limite. C'était limite. Il va avoir de plus en plus de problèmes. Et à la fin, il est obligé de partir. Et il ne pourra pas revenir. Il sera interdit de retour en Russie. Parce que de plus en plus, il va manifester son désir religieux, quoi. De plus en plus, il va devenir contre le marxisme russe, quoi. Enfin, le marxisme russe, le communisme russe. Et à la fin, il partira. Il va s'exiler. Et donc, il est mort en exil. Voilà. Et il sera interdit de retour en Russie. Donc, forcément que ce discours-là se tient déjà, mais il est sous-jacent dans le film. Et ce n'est pas pour rien que vous avez ce plan qui reste si longtemps sur la croix à l'intérieur du film. C'est une façon de dire, déjà de dire quelque chose sans le dire ouvertement. Il n'attaque rien, là. Mais, bon, on pense à ça. Et on est dans une église, voilà. Une église en ruine, bien sûr, mais une église quand même. Merci. Voilà. À moins que quelqu'un ait encore quelque chose à dire. De toute façon, je pense que ça va vous mettre un peu en train pour les prochains films de Tarkovsky. Vous verrez, plus ça va avancer, plus ça deviendra génial. Donc, rassurez-vous. Merci beaucoup.